dire, et je demande la permission de le répéter encore une fois, point d'idéal sans une idée préalable, point de beauté sans une forme donnée, sans un corps, type, matière ou sujet de l'art, en deux mots, point d'esthétique sans une philosophie. Or, qu'arrive-t-il avec le mouvement incessant des idées, avec cette extension illimitée de nos connaissances? Une chose à méditer profondément pour l'artiste, c'est que les idées s'idéalisant, pour ainsi dire, de plus en plus par leur détermination, il vient un moment où, sur une multitude de choses, l'idéal se confond avec l'idée, au point que l'art semble hors d'emploi et l'artiste à sec. Qu'était par exemple l'idée de Dieu, au début des religions? Une idée concrète, d'abord matérielle, puis zoomorphique, plus tard anthropomorphique, dont l'épuration aboutit à la conception d'un être supérieur, unique, éternel, immatériel, incommensurable, invisible, absolu. La conception métaphysique de Dieu excluant donc l'hypothèse d'un corps de Dieu et conséquemment d'une forme divine, l'idée de la divinité et son idéal chez le croyant monothéiste se confondent. Parvenue à cette hauteur, la religion rejette toute espèce d'idole. Elle est fatalement iconoclaste. Dans cet ordre de sentiments et d'idées, le prestige de l'art est donc en sens inverse du dogme. À un moment donné, Jupiter foudroyant paraît ridicule. Vénus, Uranie elle-même. La déesse de la beauté est laide comme le péché. Dès lors, l'artiste est primé par le théologien bon gré mal gré. S'il veut travailler pour le culte, il faut qu'il prenne la tâche de celui qui le gouverne. Même chose pour la justice. De quoi peuvent servir aujourd'hui, pour le progrès du droit et des lois, toutes les excitations de l'art plastique ou d'une poétique mythologie? Autrefois, la loi morale avait son principe en Dieu, dont la grâce faisait toute notre vertu, donnait à notre volonté le pouvoir et le faire. L'amour de Dieu, la crainte de ses jugements, l'espoir de ses récompenses faisaient la base de notre moralité, sujet immense de poésie et d'art. Maintenant, nous avons la prétention de posséder la justice de notre propre fond, de la suivre pour elle-même et coûte que coûte, sans nul espoir de dédommagement, sans crainte d'âmes qui vivent, ni au ciel, ni sur terre, ni sous terre. Tout motif intéressé, toute rémunération nous paraît injurieuse. Comme le magistrat rend la justice sans recevoir de cadeaux, nous prétendons être nos propres juges et rester probes pour la seule gloire de la probité. Si notre pratique n'est pas toujours en cela d'accord avec notre théorie, il faut en accuser un reste d'habitude, les angoisses d'une société en transformation et aussi la faiblesse inhérente à un être composé de chair et d'esprit. Au fond, nous avons fait du droit notre suprême idéal, et la justice pour la justice est notre maxime. Que peut-on signifier dans une société un tableau comme celui de Michel-Ange, représentant le jugement dernier, image effrayante de la sanction céleste, ou celui de Prudhon, bien inférieur, où l'on voit la justice humaine, peu clairvoyante, mais guidée par la justice divine et qui va saisir dans la nuit l'assassin qui se cache. Jadis, la place de ce tableau de Prudhon eût été à la cour d'assises. On l'a mis au musée comme une relique, en quoi on l'a eu raison. Quant au fameux jugement dernier de Michel-Ange, le plus fervent admirateur de l'art ne savent y voir aujourd'hui qu'une étude d'anatomie. À plus forte raison, ne supporterions-nous plus ces Thémis, ces Némésis, ces Adrastées, ces Tisiphones de la vieille mythologie, qui, en effrayant les coupables, inspirèrent tant de chefs-d'œuvre aux poètes et aux artistes? Ce que nous demandons dans notre orgueil juridico-philosophique, c'est bien moins le courage d'observer la loi que le bonheur de la connaître, sûr que nous nous flattons d'être de la fidélité de nos consciences. Nous dirions volontiers à Dieu, si cette invocation du souverain être ne formait pas pour nous une contradiction, donne-nous l'intelligence et nous te garantissons notre vertu. Il y a loin de là à la prière du Christ, ne nous induis pas à la tentation sous-entendant parce que nous sommes certains d'y périr. Sur tout cela, dis-je, l'art n'a plus à intervenir, il ne peut rien directement pour notre progrès, la tendance est à nous passer de lui. Les faits sont d'accord avec l'opinion. Ce que l'on exige avant tout d'un avocat, c'est de la science et de la logique. Quant au style et à l'éloquence, on y tient incomparablement moins qu'autrefois. On ne s'y fie pas, j'irais presque jusqu'à dire qu'on les dédaigne. C'est chose acquise, dès avant Molière et le misanthrope, que le droit et la vérité subsistent par eux-mêmes, que l'éloquence ne les fait point, mais sert seulement à les produire, que pourvu que l'avocat s'attache à la démonstration de sa cause, il doit triompher si elle est juste, malgré tous les vices de sa prononciation, de son geste et de sa diction, tandis que la raison, le savoir, la logique lui font défaut, il y a lieu de croire, en dépit de son talent oratoire, qu'il perdra son procès.
Un avocat qui aurait la prétention d'agir sur les tribunaux par de purs moyens rhétoriques, en l'absence de raisons sérieuses, et qui essaierait à force de pathétique, d'élan oratoire, de gestes passionnés, d'entraîner et magnétiser ses juges, perdrait incontinent la bienveillance de son auditoire et se ferait rappeler à l'ordre. L'éloquence, si puissante chez les anciens, qualité essentielle de l'homme d'État et même du général, ne se supporte aujourd'hui que comme un accessoire matériel, parce que l'homme qui parle devant le public doit d'abord se faire entendre, parce qu'un discours soigné et méthodique est tout à la fois un hommage à l'Assemblée qui écoute et dont l'attention doit être ménagée, et une garantie d'intelligibilité. Ce n'est pas toujours, je le reconnais, d'après ces principes que les choses se passent. Maintes fois nous avons vu de nos jours la paresse des esprits et la lâcheté des consciences sacrifier le droit et la vérité à de vaines habiletés de parole. Cet abus rétrograde de l'éloquence a été une des causes de la chute de la monarchie de Juillet et du système parlementaire. La littérature politique a été fondée en 89 par Mirabeau. L'Empire mort, nous avons eu les chambres de la Restauration et le temps de temps en temps de remarquables articles. Après 1830, tout est devenu blague pure, bavardage et impertinence. Des hommes indignes de figurer à la barre d'un juge de village se sont mis à envelopper dans les moules oratoires des grands maîtres les plus fades lieux communs, les plus insolentes contre-vérités. Nous avons l'éloquence du corps législatif et les articles de Grand Guillot. On n'a pas même pu souffrir Veuillot. Mais notre volonté secrète n'en est pas moins en général que ce soit ainsi que les choses se passent toujours. Ce qui suffit pour établir ma proposition, savoir que là où l'idée sert d'idéal, il ne reste plus de place à l'art, c'est un métier. Ce que je viens de dire de l'avocat, on peut l'appliquer au savant et à l'industriel. L'ingénieur admire dans une machine la puissance, la solidarité, l'économie de ressort. En un mot, l'idée, quelques moulures ajoutées aux pièces, quelques frais d'élégance, d'embellissement, comme ces figures qu'on met à la proue des navires, ne signifie rien pour lui. La justesse de la formule, son application exacte et heureuse, voilà son idéal. Allez aux expositions de l'industrie devenue si brillante, qu'elles éclipsent les expositions de la peinture et de la statuaire. Qu'est-ce qui fait l'idéal de ces industrieux, de ces manufacturiers, de ces métallurgistes, dont les entreprises, par leur splendeur et leur immensité, ont bien quelques droits aujourd'hui de prendre en dédain les pauvretés de l'art contemporain. L'idéal pour eux se résume dans l'union de ces deux termes, qualité supérieure de produit et réduction au minimum des faits de production, termes dont la synthèse est richesse. Je sais bien que la richesse n'est pas l'art. Je connais le mot de cet ancien peintre, un de ses confrères, auteur d'une Vénus magnifiquement parée, couverte de pierreries et d'or. Ne pouvant la faire belle, tu la fais riche, mais il ne faut pas oublier non plus que la richesse est aussi un élément esthétique, que c'est par ce côté que l'art et l'industrie fraternisent, que le bien-être est tout aussi difficile à créer que l'idéal, et que sous ce rapport des artistes déroutés, rêvant fortune rapide au moyen de leur bilboquet, ont quelque chose à apprendre des industrieux. Résumons ce chapitre. La décadence continue de l'art en France depuis la Révolution, décadence reconnue par les hommes les plus compétents, n'a point pour cause une diminution du sentiment esthétique dans la société, ni à plus forte raison un affaiblissement du génie artistique. L'opinion de Chenavard à ce sujet, opinion renouvelée de celle des anciens sur la défaillance progressive de l'humanité, est radicalement fausse, démentie par les faits mieux observés et en soi contradictoires. La cause de cette décadence, propre à notre époque, est plus sensible dans la nation française que partout ailleurs, et due en premier lieu à l'irrationalité générale des œuvres d'art. Secondement, à ce que les artistes modernes, continuant à travailler d'après l'idéalisme antique, sans en avoir le sentiment, ont perdu en outre la puissance de collectivité, qui est le vastio, les talents antérieurs. Enfin, au progrès comparatif de la science, de la législation, de la philosophie et de l'industrie, qui, ayant repris l'avance, semblent écraser l'art de leur récent succès et lui ôter sa raison d'être. Une des causes de l'infériorité générale de la peinture parmi nous, c'est l'immense supériorité de la littérature sur les arts plastiques. Lisez les articles de salon de Diderot. Il en est bien peu dont la lecture ne vous cause plus de plaisir que la vue du tableau ou de la statue dont il parle, alors même qu'il en fait l'éloge. Lisez les comptes rendus de nos feuilletonistes les plus accrédités. Le même effet se fera sentir à vous, en quelques lignes d'un style merveilleux. Le sujet est posé, l'œuvre jugée, l'artiste englouti. Si son œuvre est seulement médiocre, et quand elle est vraiment belle, à peine peut-elle se soutenir à côté de la prose de l'écrivain. Les faiseurs de comptes rendus doivent y prendre garde.
il ne faut pas que ceux qui les lisent perdent l'envie de voir les œuvres dont ils parlent. Il ne faut pas, dis-je, que leur description oratoire devienne pour les malheureux artistes une concurrence tellement redoutable qu'après avoir lu l'article, on trouve le tableau mesquin, froid, insipide, ainsi qu'il m'est arrivé maintes fois. Il faut qu'ils viennent en aide à notre faiblesse, nous apprennent à goûter le beau là où il existe, tout en donnant aux artistes de sages conseils et de justes encouragements. Eh bien, la conclusion est facile à tirer. Que l'art devienne plus rationnel, je veux qu'il apprenne à exprimer les aspirations de l'époque actuelle comme il exprima les intuitions de l'époque primitive, qu'il s'empare des idées, qu'il se les assimile, qu'il se mette à l'unisson du mouvement universel, qu'il s'en pénètre. Et puisque les choses ont été ainsi établies, qu'après une préparation de 3000 ans, la science de l'industrie devait prendre tout à coup la tête du progrès, la justice se posait comme pivot de la philosophie et régulateur de la civilisation, puisque l'art obligé de s'attacher à un idéal mobile et divergent, n'a plus à compter comme autrefois sur une concentration longuement prolongée de tous les efforts, que les artistes, au lieu de se décourager par le sentiment d'une infériorité qui n'est qu'apparente, puisqu'elle vient de leur indépendance, acceptent la condition qui leur est faite, qu'ils se mettent courageusement au travail, et j'ose le dire, à moins qu'ils ne soient empêchés par des causes étrangères à la constitution de l'esprit humain et à l'art. D'autres triomphes les attendent. Une évolution plus intime, une nouvelle vie esthétique peut commencer pour l'humanité. Au reste, je n'ai que faire de me poser ici en prophète. Je ne suis que l'écho d'un fait en voie d'accomplissement. L'irrationalité de l'art, depuis la Révolution, a été universellement sentie. Elle a fait toute l'argumentation des romantiques contre les classiques, puis elle a été retournée avec le même succès contre les romantiques eux-mêmes. De cette protestation est sortie une nouvelle école nommée d'abord réaliste, que d'autres proposent de nommer naturaliste, et qui évidemment n'a su encore se déterminer, se définir. Il y a des pensées qui ne s'accouchent pas toutes seules, celles-ci paraître du nombre. Qui sont ces nouveaux venus? Que veulent-ils? Où vont-ils? Comment faut-il qu'on les appelle? Comment faut-il qu'on les appelle? Telle est la question que nous avons maintenant à examiner. Et ce ne serait pas un médiocre service que nous aurions rendu aux artistes si nous parvenions à leur révéler leur propre idée, à leur donner pour ainsi dire conscience d'eux-mêmes. C'est ce que nous allons essayer de faire, non par des raisonnements a priori, mais par un examen attentif des œuvres déjà produites.